J'ai perdu ma souris. Ouais, elle est en haut là. Vous la voyez là? Elle est en haut là. Elle est en haut. Elle est où? Alors attends, et si je fais ça, je vais la voir ou pas? Ouais, c'est bon là. C'est bon. Donc maintenant, on laisse la place. Je vous présente quand même. On laisse la place à Laurent Fèvre qui va nous faire une présentation donc, pour l'hôpital Nord-Franche-Comté pour le service de réanimation sur effectivement la simulation en santé et ce qu'ils ont mis en place au niveau de l'hôpital Nord-Franche-Comté en termes de formation, en termes d'outils, en termes de méthodes pour réussir à faire équipe justement au service du travail en équipe. Merci Aurélie. Alors, juste pour rebondir sur la dernière présentation, si vous voulez approfondir un peu les facteurs humains en santé, je vous encourage à lire cet ouvrage qui s'appelle Facteurs humains en santé, piloté par Régis Fusier, qui est un médecin anesthésiste réanimateur, pilote également, et François Jolin. Et moi, j'ai participé à l'écriture d'un chapitre de ce livre. Et là, c'est la Bible des facteurs humains en santé. Et n'hésitez pas à l'acheter, ça coûte 35 €. Vous l'avez dans toutes les bonnes bibliothèques. Voilà. Alors, je remercie Valentin de nous avoir invités à participer à cette journée. C'est vrai qu'avec Valentin, on s'est rencontrés en 2023 puisque le service de réanimation de l'hôpital Nord-Franche-Comté a intégré le programme PACT, le programme d'amélioration continue du travail en équipe. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup communiqué, on a beaucoup travaillé. Voilà, programme PACT, vous savez tous maintenant ce que c'est. Le but, c'est vraiment d'amener l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale vers une culture sécurité et qualité. Et vous allez voir que le topo que je vais vous présenter aujourd'hui, il utilise la simulation en santé qui est un point important pour faciliter le travail en équipe. Vous allez voir comment on procède. Alors moi, je m'appelle Laurent Fèvre, moi je suis infirmier et coordonnateur technique en réanimation à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et je vous parle au nom du laboratoire de simulation que je gère, mais dans le cadre de l'UF ECARE, ECARE étant l'acronyme de enseignement, qualité, recherche, innovation. Voilà, donc dans ce cadre-là, dans l'enseignement, on a un laboratoire de simulation in situ et derrière, je vais vous présenter ce qui s'y passe. Voilà. Alors, pour débuter, parce que je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la simulation en santé. Alors, aussi pour rebondir sur le dernier topo, autant dans l'aviation civile, la simulation, elle est contraignante. Si vous échouez à votre épreuve de simulation, souvent, vous n'exercez plus. J'imagine que vous êtes à terre en attendant une reformation et un repassage au labo de simu. C'est ça. Alors, autant en France, pour l'instant, la simulation, elle a plutôt une visée pédagogique, avec des débriefings bienveillants. Alors, aux États-Unis, on commence à voir de la simulation évaluative. On n'en est encore pas là, quoique j'ai cru comprendre que dans les prochains référentiels, on aurait des mesures un peu contraignantes pour les professionnels. Alors, tout a commencé en France en 2012. En fait, l'HAS a missionné le professeur Grandry pour faire un état des lieux de la simulation en France et à l'international. Et très rapidement, 10 mois plus tard, il a créé un guide des bonnes pratiques en simulation. Donc, on peut dire que tout a commencé à se structurer, à s'organiser en France dans les années 2012. Alors, selon le guide des bonnes pratiques HAS, la simulation en santé, elle correspond à l'utilisation d'un mannequin. Alors là, je vous ai mis une photo d'un mannequin haute fidélité que j'ai installé au bloc opératoire, où là, on va passer plusieurs jours à travailler des scénarios complexes au bloc opératoire. Voilà, mais on peut aussi travailler avec un simulateur procédural. Donc là, on peut faire très simple au début. C'est pour ça que faire de la simulation, il ne faut pas non plus des moyens démesurés. Vous voyez, là, le matin, on se lève, on prend un café, on passe à la boucherie et on va acheter un rôti de porc qu'on va canuler. Et derrière, on va apprendre à nos internes à utiliser un échographe pour poser une voie veineuse centrale, par exemple, ou un cathéter artériel.
Donc voilà, on peut ensuite utiliser un simulateur procédural. C'est une main de perfusion où c'est qu'on va entraîner avec ce simulateur les personnels paramédicaux et médicaux à piquer des gaz du sang artériel, par exemple. Et puis on peut aller encore beaucoup plus loin, puisque là je vous ai mis une photo, puisqu'on a développé on fait de l'innovation aussi en pédagogie, on a développé un simulateur de poumon. C'est une machine qui est capable de représenter toute la physiopathologie pulmonaire humaine. Le but, c'est d'apprendre aux médecins à régler des respirateurs sur un patient Covid grave, par exemple, ou une infirmière à gérer une pression élevée dans les voies aériennes suite à une crise d'asthme, par exemple. Voilà. D'ailleurs, cette innovation on a eu l'occasion de présenter 2 thèses, la dernière hier à Besançon, où on a essayé de valoriser cet outil. Mais on peut également utiliser de la réalité virtuelle, mais aussi utiliser des comédiens pour travailler sur des entretiens. Par exemple, on a travaillé le dommage lié aux soins, l'annonce à une famille d'un dommage lié aux soins. Donc là, on prend une comédienne et on les fait travailler. Et derrière, l'intérêt de ces simulations-là, c'est qu'on va débriefer tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je reviens sur les recos HAS, le guide des bonnes pratiques. Le but est d'enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques, de répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Ça, c'était tout au début 2009 aux États-Unis. Alors, on n'oublie jamais l'adage en simulation, c'est jamais la première fois sur un patient. C'est quand même très, très important. Alors, simuler, pourquoi ? Pourquoi c'est important de simuler ? Alors, les objectifs, c'est apprendre. C'est important aussi de se perfectionner, se reformer. On apprend quoi ? On apprend des gestes, des procédures, des manières d'être, pardon. Ça permet aussi de se poser des questions sur sa pratique, sur le bon soin, sur soi. Et puis surtout, ça permet d'apprendre à travailler ensemble. Alors nous, on travaille beaucoup en formation continue, non pas en formation initiale. Et nous, la genèse, l'ADN de notre labo Simu, c'est d'apprendre à travailler en équipe, tous ensemble. Voilà. Alors, est-ce que c'est efficace de former les gens en simulation ? Alors, bien sûr, on va faire un peu de biblio. L'équipe de Laurent Papazian à Marseille a publié un article dans le JAMA. Et effectivement, ils évaluent l'effet d'un programme multinodal qui inclut la simulation. Et ils sont aperçus que de mettre en place un programme de formation par simulation, ça permettait de diminuer le job strain, le stress au travail du personnel paramédical, mais aussi ça permet de diminuer l'absentéisme et les départs, le turnover des équipes de soins à Marseille. C'est important quand même de savoir, on parle de qualité de vie au travail, effectivement c'est quand même très important. La simulation, c'est éthique. Pourquoi c'est éthique la simulation ? C'est éthique parce que, je vous l'ai déjà dit, jamais la première fois sur un vrai patient, ça c'est important, mais aussi ça permet de travailler des situations rares. Je me suis baladé sur LinkedIn et je vois un post d'un médecin anesthésiste réanimateur qui s'appelle Amandine Coué et qui montre une photo d'une slide d'une RMM qui dit hyperthermie maligne pré-anesthésique chez un patient polytraumatisé. Et elle commente en disant « Il paraît que ça n'arrive qu'une fois dans une vie d'anesthésiste ». Eh bien ouais, alors vous savez, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc la simulation permet de travailler des situations rares. On peut créer des scénarios sur des situations qui n'arrivent qu'une fois dans une carrière d'anesthésiste. Et ça, on peut le faire, et ça, c'est quand même un point très intéressant, puisqu'on peut préparer nos internes, nos médecins, nos équipes à gérer ces situations qui sont très, très rares. En plus, ça permet de reproduire à l'infini des entraînements. On peut le faire avec toutes les équipes. On peut reproduire cette formation des centaines de fois si on veut. Ça permet aussi de se familiariser avec le matériel. Toujours dans le cadre de l'habilitation au personnel paramédical à l'utilisation du matériel. Alors nous, on a décidé de former les équipes sur l'utilisation d'un respirateur, de réanimation, d'un pousse-seringue ou d'une dialyse, par exemple. Et ça, c'est important de créer des cas concrets autour de cette thématique de matériel.
Ça permet d'améliorer la communication. Vous l'avez bien dit, hein, la communication, c'est hyper important. Le travail en équipe, c'est hyper important. Et nous, comme je vous l'ai dit, la genèse, nous, c'est d'apprendre à communiquer et à travailler ensemble. Simuler, ça permet aussi de se tromper, de rater. Ben ouais. Ben écoutez, c'est pas bien grave, hein, puisque souvent, même le but en simulation, on peut transformer les erreurs en objectifs pédagogiques. Pourquoi ça? Parce que derrière, une séance de simulation, elle se déroule toujours en 3 phases. Vous avez la phase de briefing, où c'est qu'on va expliquer l'environnement dans lequel les apprenants vont travailler. On va leur donner le contexte de la situation qu'ils vont gérer. Ils vont jouer. Et ensuite, on a un débriefing. Le débriefing, il se déroule toujours en 3 parties. La première partie, c'est... on va leur demander comment ils se sont sentis par rapport à ce qu'ils ont joué. Alors, voilà. Ensuite, on va essayer de rentrer dans leur schéma de pensée pour savoir qu'est-ce qui les a amenés de faire telle ou telle erreur. Et derrière, la troisième partie du débriefing, ben en fait, on va essayer de regarder les guides des bonnes pratiques, les conférences de consensus, les algorithmes validés par les sociétés savantes, par exemple. Mais tout ça dans la bienveillance. Hein. Toutes les erreurs qu'ils font, en fait, ben, ils vont s'en rappeler. Alors, on a fait une étude, nous, dans le service. On a testé 2 cohortes. Une cohorte où ils commençaient, on travaille sur la thématique de l'arrêt cardiaque avec des étudiants internes, étudiantes infirmières, étudiantes AS. Et derrière, première cohorte, ils faisaient cours, puis séance de simulation. La deuxième cohorte faisait séance de simulation et cours. Et en fait, on voulait voir quelle était la modalité pédagogique qui favorisait le mieux l'ancrage des connaissances à 1 an. Et en fait, on s'est aperçu que ceux qui commençaient par la simulation, ils étaient un peu plus frustrés parce que ils ont fait des erreurs. Voilà. Et puis, vous savez, quand vous faites des erreurs, on a parlé d'ego tout à l'heure, mais bon, on est filmé, il y a nos pairs qui nous regardent, et il y a un peu d'émotion là-dedans. Et au final, quand on regarde l'ancrage des connaissances à plus long terme, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus élevé que si on faisait un cours théorique. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point très important. Qui est concerné par la simulation, à votre avis? On dit que les médecins, que les internes, que les infirmières. Moi, je vous dis non, hein, tout le monde est concerné. On peut même imaginer que les administratifs soient concernés. On avait imaginé que derrière, vous savez, dans les médiations, au niveau des directions qualité, etc., on pouvait même former les médiateurs à des situations critiques et compliquées, avec des comédiens, par exemple. Et derrière, il faut travailler sur un débriefing pour essayer d'améliorer justement les facteurs humains, d'améliorer la communication, d'améliorer un peu tout ça. Donc, les infirmières, les kinés, les IA, les sages-femmes, effectivement. Hein. Et puis, quand on parle de simulation, on dit ouais, c'est plutôt dédié aux services techniques. Bon, moi, je suis coordinateur technique en réanimation. Effectivement, nous, c'est technique. On a besoin de former des gens. Mais on a monté je sais pas, par exemple, la gestion de la PCA en oncologie, où c'est qu'on forme des infirmières à la gestion des PCA. Et j'avoue que l'indice de satisfaction de ces formations sont excellentes. Alors maintenant, je vais vous expliquer la simulation à l'HNFC, à l'hôpital Neuf-Franche-Comté. Alors, vous savez, l'hôpital Neuf-Franche-Comté, c'est un hôpital qui est sorti de terre dans les années 2016. On a déménagé en 2017. Et effectivement, il n'y avait pas de labo de simulation qui était prévu, puisqu'ils ont construit un IFMS à Montbéliard, à 20 km. Et a priori, il y avait un labo de simu à Montbéliard. Quoi. Donc nous, on s'est beaucoup battu pour créer un labo de simu in situ. In situ, le mot in situ, il est important. Hein, parce que moi, j'ai visité énormément de labos de simu. Et l'avantage d'avoir un labo de simu in situ, c'est que si vous pouvez utiliser le matériel que vous utilisez tous les jours. Nous, le labo de simulation, vous verrez des photos là, il est dans le service de réanimation. D'accord ? Donc, si je veux le dernier respi, dernier cri qu'on vient d'acheter, hop, on le prend, on fait la formation sur le respi. Si je veux une ECMO, on verra tout à l'heure l'ECMO, c'est un cœur artificiel, on peut prendre l'ECMO du service. Vous imaginez, s'il faut que je mette l'ECMO dans le coffre de la voiture, partir à Montbéliard, et puis surtout, on a un problème de temps. Des fois, quand c'est un peu plus calme, boum, on prend 2 infirmières, 2 internes, un médecin, et on fait une séance de simulation. Voilà, donc c'est quand même beaucoup mieux. Alors avant 2019, avant la pandémie, en fait, on avait un secteur, nous, qui était fermé. Et en fait, on faisait de la simulation dans une chambre de réanimation avec une salle de débriefing qui était une autre chambre de simulation, une autre chambre de patients qui était vide. Donc on a formé beaucoup pendant 2 ans.
Et en fait, on n'avait pas beaucoup de matériel. Moi, on avait acheté un matériel de vidéo repaqué, mi-tarif. Enfin, on avait bidouillé. On avait acheté un mannequin pas hyper performant, mais on arrivait à faire ce qu'il fallait. Mais d'ailleurs, à cette occasion-là, on a fait un reportage sur le journal de la santé de France 5 et on valorisait la simulation déjà à l'époque. Ensuite, on a tous connu la pandémie en 2020. Et là, effectivement, vous savez qu'il y a beaucoup d'IAD qui sont descendus en réanimation pour travailler, parce qu'on a explosé le nombre de lits de réanimation. Et donc, nous, on en a profité pour monter ce labo de simu au bloc opératoire et puis essayer de trouver des créneaux, c'était quand même assez court, mais de trouver des créneaux pour faire de la simulation pour les anesthésistes au bloc opératoire. Mais entre-temps, en 2021, crise Covid oblige, et en fait, on n'avait plus du tout de locaux, puisque toutes nos chambres étaient pleines de patients. On a fait de la simulation dans une chambre, dans un bureau de médecin. Voilà, bon, c'était pas optimal, mais on arrivait quand même à le faire. Comme quoi, tout est possible, en fait. Et puis, entre-temps, on a travaillé, on a écrit des plans. Et en fait, on a pu construire dans 2 salles borgnes, un vestiaire, un local poubelle. On a pu construire un labo de simulation in situ dans le service. Et franchement, on ne regrette pas du tout parce que là, on fait plein de choses. On fait de la recherche en pédagogie de la santé. Et là, on le développe de plus en plus et ça commence à être très, très intéressant. Alors, la mise en pratique à l'hôpital Neuf-Franche-Comté, on fait la simulation procédurale. Donc là, vous voyez, on apprend aux internes à intuber les malades, on apprend à faire de l'échographie. La photo du milieu, à droite, vous avez, là, on apprend aux urgentistes à ventiler mieux en extra-hospitalier. Vous savez, c'est pas toujours simple d'avoir un respi dans un camion, puis de ventiler en ventilation non invasive un patient qui est en œdème aigu du poumon, par exemple. Donc là, on a créé une formation pour leur apprendre à mieux ventiler. Voilà, on apprend aussi à poser des drains thoraciques. Enfin, tout ça, c'est vraiment énorme. On peut faire beaucoup de choses en procédural. Mais on fait aussi beaucoup de simulations haute fidélité. Et là, vraiment, la genèse de ce projet, c'est au-delà d'avoir des algorithmes qui correspondent à la gestion d'une hémorragie du postpartum, etc. On inclut les facteurs humains en santé. Donc, c'est vraiment un point positif. On essaie vraiment d'apprendre aux soignants à communiquer ensemble et ça c'est quand même très 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 sympa. On ne fait plus comme hier j'étais à la faculté de médecine de Besançon et j'ai visité le laboratoire de simulation. Effectivement, ils sont pas du tout dans la même démarche, c'est de la formation initiale et il y a un interne qui rentre, qui est face à un problème, il doit réagir, etc. Nous, c'est pas du tout nos thématiques, nous on est en formation continue et on forme des équipes à travailler ensemble et ça a toute son importance. Et on fait aussi des capsules pédagogiques. Je vais juste vous montrer. Alors moi, j'ai créé un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Dijon. C'est un diplôme universitaire de formation d'adaptation à l'emploi d'infirmiers en réa. Et on a travaillé sur une formation en e-learning. On fait de la simulation filmée. Et en fait, on débriefe derrière en vidéo. Je vous montre juste un petit extrait. On a plusieurs écrans, alors la souris elle se balade un peu partout. Donc là, on a mis en jeu, c'est des infirmières du service qui jouent leur propre rôle. On va aller voir Monsieur D qui est rentré donc, pour une détresse respiratoire sur une pneumopathie infectieuse. Donc là, il est intubé, ventilé, sédaté, donc il a été techniqué. Donc voilà, on va faire toutes nos surveillances, donc sonde d'intubation, voie centrale, le cathé artériel. Donc là, tu vois, pour le moment, le patient est relativement stable. Donc écoute, moi je te propose, on va regarder le patient, déjà c'est un comédien, donc, que je t'explique un peu le cathé artériel. Ok. Donc là, tu vois, le capteur, il n'est pas au bon endroit. Ah oui. Donc en fait, pour éviter ce genre d'incident, on met un système à scratch. Tu peux le fixer, comme ça, on est sûr qu'il reste toujours au bon endroit, au niveau du cœur droit, l'oreillette droite. Si ton capteur est trop bas, tu vas avoir une surestimation de ta tension. Et au contraire, si ton capteur est plus haut,
tu vas avoir une sous-estimation. Donc là, il a sa place. Ok. Donc, écoute, là, tu vois, on a remis le capteur à sa place. On voit que le patient est hypotendu. Donc voilà, il faut bien que tu te rappelles que le patient est rentré quand même dans un contexte infectieux. Avec une tension comme ça, il est certainement hypovolémique. Nous, qu'est-ce qu'on va faire à notre niveau pour savoir si ton patient a besoin d'être rempli? Ça va être le test du lever de jambe. Donc, tu baisses le dossier. Donc, tu fais bien... Vous venez de prendre en charge un patient présentant un état de choc qui s'est compliqué en défaillance multiviscérale. Le premier point important à retenir de ce scénario est que les scopes sont vos meilleurs ennemis. En effet, vous avez remarqué dans le film que le patient présentait une tension normale, mais en fait le dispositif était par terre et en réalité le patient était hypotendu. D'ailleurs, derrière moi, vous avez un scope qui affiche des paramètres vitaux normaux, mais il n'y a personne dans le lit. Retenez donc qu'il faut toujours confronter aux paramètres du scope la clinique. Quand je rentre dans une chambre, le patient est-il rose? Quelle est sa coloration globalement? Le patient est-il sec? Est-ce qu'il est en sueur ou pas? Hypercapnique par exemple. Et quelle est sa température? Est-il froid? Est-il chaud? Voilà, donc là, c'est un exemple d'une thématique qu'on rencontre souvent en réa. Vous savez, le capteur de cathéter artériel qui est par terre, ça surévalue la tension. Et quand, voilà, donc derrière, c'est message clé, hop, voilà, comment mettre un capteur de pression. Et derrière, un petit débriefing qui explique, attention, c'est bien d'avoir plein de technologies, hein, mais derrière, la clinique, elle est quand même super importante. Voilà. Je continue. Alors, le périmètre d'action du labo de Simu, formation d'adaptation à l'emploi. Le décret de réa a changé maintenant. Le décret impose 8 semaines de formation de doublage des nouvelles infirmières en réanimation depuis la crise Covid. Voilà, avec une formation d'adaptation à l'emploi. Donc, nous, on a mis en place 2 jours de cours, plus des journées de simulation. Donc, ça fonctionne très, très bien. On fait de la formation continue avec les équipes, avec les médecins, les seniors, avec les internes, les AS aussi, qui sont importants, les ASH, les kinés. On travaille avec la qualité. Alors, nous, on est capable de rejouer les événements indésirables graves. L'erreur médicamenteuse, l'injection de curare à la place de l'hypnovel, par exemple, d'un curare à la place d'un médicament qui est un hypnotique, eh ben, on est capable de le jouer. D'accord. Et puis ensuite, on peut même aller encore plus loin. C'est derrière, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a la famille qui arrive et la famille qui demande des comptes au médecin. Et là, on utilise d'ailleurs les recommandations HAS sur les dommages liés aux soins, sur l'annonce des dommages liés aux soins. Et derrière, ça permet de restructurer vraiment tout leur prise en charge. On travaille avec la douleur, pas mal, la gestion des PCA. On travaille avec le CHPOT, le prélèvement d'organes. On peut imaginer des entretiens avec des comédiens pour effectivement commencer à parler d'un potentiel don d'organes. Donc, on a fait des vidéos également par rapport à ça. On travaille avec la pharmacie. Madame Rougeau est présente dans la salle, mais on va travailler sur la chambre des erreurs, des référents pharmacie dans les services techniques, par exemple, le biomédical. Et puis l'institution, on est en train de réfléchir pour faire des séances de simulation filmées une fois par mois, le soir, pour toute l'institution. On peut travailler des thématiques comme l'arrêt cardiaque, la pose du cystocate, c'est quelque chose qui revient souvent. Voilà. Alors le but, c'est d'améliorer la sécurité des soins, la qualité des soins, c'est de réduire les erreurs médicales, c'est de sécuriser l'administration du médicament. Ça nous permet aussi de réfléchir sur nos organisations. Ça permet d'avoir une politique de gestion des risques. On travaille énormément le travail en équipe, le facteur humain et organisationnel, ça c'est la clé du succès. On essaie de travailler le raisonnement clinique du personnel médical, mais aussi des infirmières, des aides-soignantes. Le raisonnement clinique, c'est la clé. Je vous parlais tout à l'heure de pratique réflexive. Vraiment, on travaille le raisonnement clinique, on ne fait pas les choses sans les comprendre. Et on travaille ça en labo de Simu. Si ça se passe mal, c'est pas grave, on va le débriefer. Voilà. Et puis, on peut effectivement aussi analyser des pratiques professionnelles. Alors là, avant de terminer le topo, je vais vous présenter un exemple où on va mettre en place une formation. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de faire un diplôme universitaire d'ECMO. ECMO, c'est Extracorporeal Membrane Oxygenation. C'est un cœur artificiel, c'est une machine qui remplace le cœur et le poumon chez les patients qui sont en arrêt cardiaque. Voilà, donc c'est une technique très, 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 très complexe. Et nous, à l'hôpital de Franche-Comté, on n'a pas de chir cardiaque, donc on n'a pas de perfusionniste. Donc en fait, le challenge, c'était, on a eu l'agrément pour poser des ECMO dans le service, mais derrière, c'était former l'ensemble de l'équipe paramédicale et médicale à la gestion de la mise en place de ce cœur artificiel en l'absence de perfusionniste.
Vous imaginez le challenge. Alors moi, c'était mon mémoire de diplôme universitaire. J'ai présenté un programme de formation qu'on a travaillé au labo de Simu. Alors, il faut savoir que l'ECMO, c'est l'ultime recours, c'est une technique d'ultime recours pour sauver des vies. Voilà, on parle d'arrêt cardiaque réfractaire quand le patient ne reprend pas un rythme, etc. On peut poser une ECMO, sur certaines conditions, bien sûr, hein, mais voilà, donc c'est aussi, on peut l'utiliser également pour les patients Covid, on l'utilisait pour les patients qui n'arrivaient plus à respirer, même avec un respirateur. Voilà. C'est une procédure hyper complexe qui nécessite des compétences techniques énormes de la part du médecin, mais aussi de la part de l'infirmière, avec une charge cognitive et un stress énorme, parce que quand vous avez un gamin de 20 ans qui arrive pour un arrêt cardiaque et vous êtes là, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'erreur, à tout moment, l'erreur de communication, l'erreur technique, elle peut tuer le patient. Donc ça nécessite vraiment de la formation et de l'expertise dans le travail en équipe. Et une collaboration interdisciplinaire énorme. D'où l'intérêt d'avoir créé une formation continue en simulation. Donc on a créé effectivement 2 niveaux. Le premier niveau qui dure 3 heures. Donc là, on apprend aux gens à débuler la console. Dans les grands CHU, vous avez des perfusionnistes, c'est leur boulot, ils font que ça. Et voilà, donc nous, on apprend aux infirmières à débuler, parce que c'est l'infirmière de réanimation qui débule l'ECMO. Donc là, on a des plaquettes, on les a testées 1000 fois. Enfin voilà, normalement, en suivant bien la plaquette, il n'y a pas de problème. Et puis derrière, on apprend, là, on a une équipe d'internes, on apprend aux internes à débuler la machine. Donc le cœur artificiel, c'est cette grosse machine au plein centre, là. Voilà. Donc là, c'est la formation par simulation procédurale. Là, par contre, on est au labo de Simu maintenant. Là, on est dans un autre niveau de formation où c'est que là, il y a un patient qui va arriver et là, on contraint les infirmières à débuler la machine dans un temps imparti. Parce que bon, c'est quand même une technique d'urgence. On ne peut pas attendre 1 heure avant de débuler une machine, quoi. Donc, ça doit se faire dans les 10 à 15 minutes. Voilà. Donc là, en fait, on a mis en place des procédures où tous les 6 mois, les infirmières, elles doivent débuler une machine, elles doivent signer, etc., etc. Et ensuite, on a créé une deuxième niveau, ça dure 7 heures de temps, c'est une journée entière où on apprend à poser l'ECMO en équipe. Alors, il faut savoir que dans des contextes où la pression, elle est hyper forte, une expertise technique seule ne suffit pas. On est d'accord, on l'a vu pour l'aviation, on l'a vu chez nous en réanimation, bloc opératoire, aux urgences, etc. Et en fait, on va travailler surtout la communication interpersonnelle. On va travailler le leadership. On a vu tout à l'heure que s'il n'y a pas de leadership, c'est un flop à 90%. On va travailler l'organisation. Alors nous, on a tout testé, hein, mais quand vous savez, quand vous êtes sur une réanimation dans une chambre sur un patient, s'il y a 15 médecins, 12 infirmières dans la même chambre, on est sûr que ça va mal se passer, quoi. Donc là, nous, on travaille l'organisation. Donc nous, on a créé des fiches de tâches. On a une infirmière qui s'occupe du patient, une infirmière qui s'occupe que de l'ECMO. Voilà, le médecin, il est concentré avec son interne sur la pose des canules. Voilà, on a tout travaillé les organisations. Et je n'oublie pas l'aide-soignante qui, elle, quand le patient arrive, elle a une tâche à faire. Elle va apporter le matériel, elle va raser le patient, elle va désinfecter avec une solution désinfectante la peau avant de poser les canules. Donc tout ça, on a tout retravaillé sans simulation. Ça permet de travailler l'écoute, le feedback. Le feedback, on n'en a pas trop parlé. Mais quand le médecin il prescrit à une infirmière d'injecter de l'adrénaline, s'il dit « fais-moi de l'adrénaline », c'est comme le pilote d'avion, là, je te mets quoi? Je te mets une ampoule, 5 mg, 10 mg, je te mets combien? Et le médecin, lui, il a besoin de savoir à quel moment l'infirmière a injecté le médicament. On est sur des techniques très à risque, hein. Donc, en fait, on travaille ça. Le médecin, quand il prescrit, dit... Voilà, prépare-moi une ampoule d'adrénaline d'1 milligramme que tu dilues dans 9 cc, ça fait 10 cc au total. L'infirmière dit OK, j'injecte, est-ce que je peux injecter? Le médecin dit oui, tu injectes. Adrénaline injectée. Comme ça, le médecin, il a une petite checklist de sa tête et il coche. Voilà, donc on travaille beaucoup le feedback et en plus, on met en place des protocoles très clairs et en fait, on rejoue constamment ces techniques, ces séances de simulation avec les équipes. Alors, regardez, par exemple, là, ici, on a une infirmière... On a une infirmière qui, elle, a un rôle dédié. Elle s'occupe de la machine et des canules. Donc, elle, son rôle, c'est d'assister le médecin qui va poser ses canules. Elle fait que ça. Parce que si elle fait autre chose, elle va louper quelque chose. Ça ne va pas.
Voilà, et puis vous voyez que dans cette procédure, là, on a le patient qui va se dégrader, il va faire un arrêt cardiaque. Mais là, le médecin qui pose les canules, lui, il est en stérile, il attend, et l'équipe qui s'occupe du patient, elle va prendre en charge l'arrêt cardiaque. Voilà, donc chacun a son rôle. Regardez cette photo-là. Regardez ce médecin et ces 2 infirmières, comme elles sont concentrées sur ce qui se passe sur le scope. Là, il y a du silence, il y a de l'écoute. Et on travaille ça, et on rejoue tant que c'est pas parfait. Donc là, il y a de l'écoute, et là, ils sont tous concentrés sur un électrocardiogramme, parce que le patient fait des troubles de rythme. On est en labo de simu, là, c'est un mannequin, hein, je ne me serais pas permis de mettre des vraies photos. Et vous voyez, on arrive à ça au final. Et puis au final, on a un indice de satisfaction qui est super bien, parce que les gens, les infirmières là, et les médecins, ils sont contents, on a passé une journée, on a appris des choses, on apprend à se connaître, on apprend à communiquer ensemble, et franchement, tout le monde est satisfait. Alors, en conclusion, travailler cette thématique complexe en laboratoire de simulation, ça permet une coordination multidisciplinaire beaucoup plus fluide, ça permet une expertise collective renforcée. Expertise collective, c'est pas beau ça. Ça permet de connaître le travail de chacun, ça permet d'apprendre à s'écouter, ça permet d'apprendre à communiquer, ça permet d'apprendre à débriefer et d'apprendre de nos erreurs pour ne plus les faire. Voilà. Donc pour terminer, une petite slide take-home message. La simulation, c'est un outil pédagogique qui est validé dans le monde de la santé, notamment en France depuis le rapport HAS de 2012. Ça permet de s'entraîner sans risquer de nuire aux patients, bien avoir ça en tête. Ça permet de travailler des compétences techniques, mais surtout humaines, non techniques. Ça peut être entrepris de manière individuelle, mais aussi en groupe. Alors nous, vous avez bien compris qu'on était plutôt sur le groupe. Ça réduit le stress au travail du personnel médical et paramédical. Et puis surtout, ça améliore la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est quand même quelque chose d'important dans ce contexte difficile à l'heure actuelle, quoi. Et puis aussi, on est à Besançon, je veux aussi dire qu'à l'hôpital de Franche-Comté, on travaille beaucoup sur l'innovation pédagogique et on ne compte pas s'arrêter là et on sera en mesure de vous proposer des formations si vous êtes intéressés. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Chailloux, oui, je vous laisse allumer le... J'ai une question par rapport à... vous parlez des simulations. Est-ce que du coup, c'est dans un plan de formation intégré, par exemple, de l'intégration de nouveaux arrivants? Vous parliez des internes. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une certaine obligation pour chacun de participer à une formation de simulation? Est-ce que vous avez ciblé vos équipes ou alors est-ce que c'est du volontariat? Enfin voilà, par rapport à la formation de façon générale, vous êtes organisé comment par rapport à la simulation? C'est une très bonne question. Alors déjà, la formation d'adaptation à l'emploi, formation obligatoire. Et ensuite, nous, on a tout testé en fait. On a testé volontariat, on avait toujours des problèmes avec l'équipe de nuit, parce que c'était compliqué de faire de la simulation la nuit. Donc maintenant, avec ma collègue cadre du service, là, en fait, on sort les soignants de leur... ils sont plus en temps posté. Ils reviennent en dehors de leur temps de travail, leurs heures sont comptées, et on bloque une demi-journée toutes les semaines, et on fait simulation. Et ça se passe très très bien. Et même là, on va créer une journée pour les internes d'ESMIR, la spécialité médecine intensive réanimation. Il y a tous les internes de la région qui vont venir au labo de Simus se former. Et derrière, nous, on va sortir, on va faire venir des infirmières et des aides-soignantes, voilà, sur du temps non posté, mais leur temps de travail est compté. Alors, on a un gros problème avec la simulation. C'est des formations qui coûtent cher. On connaît l'argent sur le plan de formation collective du service. Nous, je ne sais plus on a 100 agents, on doit avoir 15 000 euros. Une séance de simulation, c'est vite 2 500 euros la demi-journée. À un moment donné, on est vite limité par... c'est un peu le serpent qui se mord la queue au final, parce qu'on aimerait faire la simulation. Alors nous, on le fait gratuitement pour le pôle. Voilà. Parce qu'on pense que l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité n'a pas de prix. Donc on le fait gratuitement. Moi, j'ai une fiche de poste, je suis dans l'équipe d'encadrement. J'ai un temps où je dois faire de la formation. Et en fait, je le fais sur ce temps-là et on ne fait pas payer. Alors, oui, effectivement, on n'a pas de mécène. On a acheté un mannequin haute fidélité à plus de 100 000 euros sur le budget de la réanimation. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des pousse-seringues, au lieu d'acheter un échographe, on a acheté un mannequin. C'est pour vous dire comment c'est ancré dans nos gènes de former les équipes, quoi. Et voilà, donc nous, on a fonctionné comme ça.
qui sont les animateurs des séances qui réalisent le débriefing, je pense, toi, mais... Alors, moi, j'ai fait un diplôme universitaire de simulation. J'ai également un master, d'ingénierie pédagogique en simulation. Sinon, je travaille beaucoup avec un chef de clinique qu'on a, qui est un poste partagé entre la faculté de médecine de Besançon et notre service, qui s'appelle Paul Monasterello. Et on travaille également avec Sylvain Malfroy, médecin anesthésiste, avec qui je fais de la simulation depuis longtemps. Mais bon, Roulio Badi, qui est présent dans la salle, peut participer également. On peut faire participer d'autres médecins. Par contre, les débriefings, c'est les gens formés. Et puis là, on commence à inclure des médecins anesthésistes réanimateurs, des IAD. Ils viennent avec nous, on les double pendant plusieurs séances. Et ensuite, ils partent se former. Après, ils deviennent formateurs.